Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h02. On vit pas dans la même France, une émission uniquement sur Sud Radio, une émission où deux mondes qui ne se parlent jamais se parlent, voilà, se rencontrent, débattent, etc., dans des codes plus faciles, tout simplement parce que les influenceurs sont des gens qui parlent à tout le monde, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, eh bien, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, des millions de followers. Ce que c'est un peu moins faire les politiques, nos amis politiques qui eux ont un peu plus de mal à se faire entendre parce que tout simplement des fois ils n'arrivent peut-être pas trop à parler correctement. Ils parlent trop correctement justement, on les comprend plus les politiques, on est fâché avec les politiques et on a décidé de créer cette émission pour faire en sorte que ces deux mondes se parlent et vous, nos auditeurs à travers les influenceurs et puis vous êtes là, vous participez à cette émission avec notre cher ami Mathias qui vous lit, qui vous suit et vous pouvez participer, c'est comme si vous étiez avec moi autour de cette table, n'est-ce pas Mathias? Bonsoir Magali, exactement. Je suis la voix, le porte-parole des auditeurs, on peut dire. Exactement, tu es parle en les langage yeux politique. et les oreilles des auditeurs. Comment ça va? Eh ben, je vais très très bien. T'as passé une bonne journée? Alors, on va pas dire ça comme ça, mais en ce moment c'est assez hard pour moi, mais c'est pas grave, c'est Il y comme aura ça. des meilleurs jours. Exactement, si Dieu T'arrives veut. toujours à te relever. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la main? Des cadeaux. Un nouveau cadeau. Le sapin de Sud Noël Radio. de Sud Radio. Et à ton avis, qu'est-ce qui a gagné ce soir? Un énorme cadeau. Le seul tweet d'Arthur Delaporte te concernant de positif. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on embrasse Arthur qui nous répond jamais. Alors, c'est un bon d'achat de C'est pas 200 vrai. euros. Il m'a répondu la dernière fois. Ouais. Ah bah tu vois. Ouais. Alors Arthur, s'il veut participer, il y a un bon d'achat de 200 euros pour le site Le Vent à la Française. Bah tiens, tu vois, Le Vent à la Française. On envoie sapin au 72018. Sapin au 72018. Sapin sans S. Exactement, et gagnant à la fin de l'émission. Voilà, exactement. Alors, ce soir, on a un sujet qui va passionner vraiment tout le monde, puisqu'il a passionné les gens. Ça a été une série, on aurait dit une série incroyable. Série américaine. La loi des influenceurs. Alors, la loi des influenceurs, elle a plus fait parler, je pense, que toutes les lois des 5 dernières années. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Voilà, donc ce soir, on a la chance d'avoir un des députés, puisqu'ils étaient deux, à monter cette loi, à vraiment la créer. Ils ont fait un travail colossal, alors sur lequel j'étais pas toujours d'accord, on n'était pas toujours très copains, etc. Mais on peut pas leur enlever qu'ils ont fait cette loi, voilà, qui méritait d'être faite depuis très longtemps d'ailleurs. Et je suis ravie de la voir ce soir, même si des fois c'était tendu, mais c'est ça qui est sympathique finalement. Stéphane Vogetta, député Ensemble pour la République des Français établis hors de France. Et avant de passer à notre débat, comme vous le savez, alors ce soir c'est une émission un peu particulière puisque c'est moi qui vais faire ce débat. Ah. Voilà. Non, parce que j'ai été au centre de cette loi. T'es la meilleure personne pour en parler. J'ai été complètement exposée et balancée de part et autre. Donc, du coup, je me suis dit, finalement, est-ce que pour une fois, on pourrait pas parler calmement et essayer de s'expliquer, de se comprendre et d'avoir une manière constructive. C'est le lieu ici en plus. Ah bah de toute façon c'est le but de l'émission. Voilà. À chaque fois on a réussi en général. Hein. Non mais je me suis dit finalement Qui de mieux que toi, vu qu'on m'a jeté en pâture pendant 2 ans, enfin presque 3, je me dis finalement autant assumer et je vais débattre avec Stéphane Vogetta sur ce sujet. Mais avant toute chose, comme vous le savez, on se doit et je veux tous les soirs recevoir un influenceur et ce soir je reçois ma copine Jasmine, qui nous vient de Lyon, qui est une influenceuse militante pour la cause LGBT et pour plein d'autres causes. Alors Jasmine, elle est sur les réseaux toute la journée, elle s'arrête pas. Merci d'être là. Tu es venue de Lyon. Oui, merci à toi. Bonsoir Magali. Eh ben salut. Alors, de toute façon toi et moi on se connaît. Hein, oui. On est copines depuis longtemps maintenant. Qu'est-ce que tu défends exactement sur les réseaux sociaux? Alors moi, je défends énormément la cause LGBT, plus particulièrement la transphobie. Ok. Étant une personne trans, c'est un sujet qui te touche. Qui me touche particulièrement, oui, en effet. Et toi, comment tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Alors moi, tu te doutes bien que comme la plupart des personnes de mon âge, les réseaux, ça fait partie de notre génération, quoi. Donc c'est un peu un outil de parole, je pense, pour la plupart des influenceurs. Et comment une personne aujourd'hui transsexuelle vit sur les réseaux sociaux? Est-ce que alors transsexuel, transgenre? Alors on dit transgenre maintenant. Transgenre, ok. Sans vouloir faire du wokisme. Non, mais c'est important de se dire les choses. Oui, parce que ça a une consonance péjorative dans l'esprit des personnes trans, justement.
Donc on vit plutôt bien, même si on a quand même relativement de l'harcèlement, surtout dans la vie. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, toutes les personnes transgenres se font harceler sur les réseaux sociaux ? Ah oui, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui pourrait, selon toi, faire changer les choses ? Déjà, de mettre en place des lois. Car on n'est plus une minorité et en fait, ce qu'on subit, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal de subir des violences, des agressions et des injures en permanence. Alors, je suis pas là à vouloir dire qu'on est non plus des victimes, car on ne sera jamais des victimes, mais c'est quand même une réalité de notre vie. Oui, c'est une réalité qui est violente en plus. Exactement. Et tu penses que les responsables, toi, de ce déferlement de haine, c'est plutôt les plateformes, les réseaux sociaux qui laissent passer, ou est-ce que c'est plutôt les politiques qui ne font pas de loi, justement ? C'est plutôt les politiques qui font pas de loi, clairement. Je trouve que, même s'il y a beaucoup de lois qui Dieu merci, évoluent, mais il n'y en a pas assez, sinon on ne vivrait pas autant d'agressions. Tu sais que moi j'ai changé d'avis parce que je pensais un peu comme toi justement quand j'ai été cyberharcelée. Je pensais que c'était sous la faute des politiques et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait des lois mais qu'elles étaient difficilement applicables sur les réseaux sociaux parce que les plateformes finalement font leurs propres lois. Tu vois, c'est-à-dire qu'une personne transgenre aujourd'hui qui se fait harceler pénalement, aujourd'hui, c'est déjà répréhensible. C'est déjà quelque chose de grave. Mais le problème, c'est que les plateformes qui devraient mettre des règles en place. Des règles, non, mais qui devraient surtout avoir les moyens de détecter. Tu vois, par exemple, en harceleur, tu as un compte qui fait qu'harceler les gens, tu devrais pouvoir le détecter avec les moyens qu'ils ont, ils devraient pouvoir le faire. Et ça irait tellement plus vite aujourd'hui que de faire appliquer la loi qui est longue à faire appliquer. Donc, en fait, la justice, elle est dépassée par les réseaux sociaux parce que ça va de plus en plus vite. C'est ça. Exactement. Justement, que fait la justice pour mettre en application ces lois envers les plateformes, quoi. Parce que même toi, Magali, qui a de la notoriété et tout, t'as quand même galéré. Regarde la preuve, Twitter, TikTok et Instagram, ils t'ont jamais vraiment répondu par rapport à ce que t'as vécu. Alors moi, Instagram, ils avaient quand même réagi par rapport au compte de Booba. C'est le seul. C'est vrai, t'as raison. C'est le seul Instagram. Mais je tiens quand même à le dire. Moi, Instagram avait quand même volontairement supprimé le compte de Booba parce qu'il avait des comportements répétitifs, constants sur tout le monde. J'étais pas la seule, sur plein d'autres personnes. Alors moi, c'était très violent, mais il a fait des horreurs aussi à d'autres personnes. Et il avait divulgué des informations personnelles, etc. Ce que n'a pas fait Twitter, en revanche. Et moi, j'ai assigné Twitter aujourd'hui en complicité de cyberharcèlement parce que j'estime que Twitter, aujourd'hui, sachant ce qui est en train de se passer, on a échangé des courriers officiels donc, où ils reconnaissaient que Booba enfreignait les règles, eh bien, c'est pas normal qu'ils ne réagissent pas. Tu vois ce que je veux te dire, donc, de toute façon, tout harceleur, à partir du moment où il harcèle et son compte il n'est pas supprimé, les plateformes elles sont complices. Quoi qu'il arrive. Exactement. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent ? Il nous reste 1 minute d'antenne et je voulais te donner la parole parce que je sais que tu mènes un vrai combat toi sur les réseaux. Alors toi, tu mâches pas tes mots, tu parles cash. Oui, il faut. Je suis un peu brute de décoffrage, c'est vrai, mais la vérité, moi je pense qu'il faudrait arrêter de nous en vouloir. On veut juste être des personnes libres. Et c'est tout, quoi. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ton petit témoignage et j'espère que tu reviendras dans cette émission sur un débat sur ce sujet-là qu'on va organiser bien évidemment parce que c'est un sujet qui est très important et évidemment qu'il faut aussi le mettre en lumière. Merci à toi, je te fais des bisous. C'est quoi tes plateformes ? Fais-toi ta petite pub. Alors moi je m'appelle Rabat Jasmine sur les réseaux sociaux. Moi je m'appelle Rabat, elle m'a dit appelle-moi Jasmine. Oui, mais toi t'as le droit de m'appeler Rabat. Ah, ça va. Rabat Jasmine sur les réseaux, c'est ça. Exactement. Donc je suis militante et je suis influenceuse et n'hésitez pas à me suivre. Merci Rabat. Et à tout de suite sur Sud Radio. Restez ici avec nous. On est en direct. On vit pas dans la même France. Ce soir, un débat entre Stéphane Vogetta, député Ensemble pour la République des Français établi hors de France, en face de moi-même, Magali Berda, voilà, sur la loi des influenceurs. C'est un sujet, je crois qu'on aurait fait ce débat-là il y a 2 ans en arrière, on aurait explosé les compteurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France.
Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h13 avec monsieur le député Stéphane Vojetta qui est à l'initiative de la loi des influenceurs, cette fameuse loi qui a fait tant parler depuis des années, qui fait encore parler puisqu'aujourd'hui elle est constamment en amélioration, elle est constamment réétudiée, il y a plein de choses qui s'y rajoutent puisque les réseaux sociaux sont un milieu tellement vaste, je pense que ça ne cessera jamais cette loi des influenceurs, il y aura toujours quelque chose à rajouter puisqu'il y a toujours un nouveau truc qui sort. Donc ce soir on fait un débat, lui et moi, parce qu'on a été opposés sur les réseaux sociaux, on a été opposés sur plein de choses, on s'est faillité plein de fois sur plein de trucs. Et toujours du coup, avec amour. Non mais alors pas toujours avec amour, mais ce soir on a décidé de le faire avec amour. Non, parce qu'on a pris du recul maintenant depuis, je pense que tout le monde était à chaud. Et moi j'ai vécu des moments pas très faciles, donc forcément j'étais très très à cran. Et mais cette loi était essentielle pour le monde de l'influence. Et on s'est dit en préparant cette émission, quel influenceur on va faire venir. Et finalement, vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'échanges médiatiques, publics, l'un envers l'autre, on s'est dit, est-ce que ça serait pas sympa pour la première fois, finalement, d'être en face à face et d'avoir cette discussion voilà, constructive et réaliste. Et j'ai donc proposé ça à Stéphane Vojetta, qui a eu la gentillesse d'accepter. Donc voilà. Alors, on est en live là sur Insta, Yannick, ou pas? Évidemment. Super. Je suis un peu l'arbitre ce soir, du coup. Bah oui, c'est Mathias ton arbitre. Non, mais on n'a pas besoin d'arbitre. Si ça part dans tous les sens, est-ce qu'on peut mettre ce petit... on n'est pas Guénolé, nous, et on n'est pas Julien Audoul, hein, voilà. Les amis. Hein. Gros carton cette émission. Ah non, mais alors je t'explique. Le Reels sur ce sujet, il est monté, je crois qu'on est passé quasiment à 600 000 vues en 24 heures. Le Reels, c'est les vidéos Instagram pour les anciens. Oui, le réel, ouais. Alors ça va, dis-moi, nos auditeurs de Sud Radio, tu sais qu'ils sont très à la page. Hein. Ah oui, mais on a nos grands-parents qui nous écoutent, etc. Donc faut c'est ça. Alors, Stéphane Vojetta, merci d'être là. Vous êtes un homme politique, merci. Vous êtes un homme politique et entrepreneur français. Vous avez d'abord travaillé comme banquier d'affaires et chef d'entreprise avant de vous engager en politique. En 2021, vous devenez député représentant les Français établis hors de France. Vous vous êtes notamment impliqué dans la régulation des influenceurs, dénonçant les dérives liées à la promotion des produits sur les réseaux sociaux. Vous et moi avons régulièrement eu des passes d'armes car nous ne sommes pas d'accord. Mais, enfin, non, en vrai, je peux pas dire qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas été d'accord sur certaines choses, mais je pense qu'on est d'accord sur le fond. Mais j'apprécie vraiment que vous ayez accepté ce soir de venir parler et débattre dans mon émission, face à moi, du coup. Et avant de parler des influenceurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Parce que nous, on est un peu l'émission pour les nuls. On est un peu l'émission pour les gens qui sont en rupture avec la politique. C'est quoi être un député pour les Français établis hors de France? Alors déjà, j'ai un scoop, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne suis plus député. Alors je le sais, mais je n'osais pas trop vous lancer sur le sujet. Je me suis viré par le Conseil constitutionnel il y a 6 mois pour des problèmes administratifs sur mon compte de campagne, des bêtises. Vous avez utilisé de l'argent Non, c'était mon argent en plus, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que ça a été utilisé comme une bonne excuse pour se débarrasser de moi à une époque où je faisais trop de bruit sur un sujet qui embêtait plein de gens. C'était pas le sujet des influenceurs, c'était le sujet du fait que certains, notamment la Cour des comptes, dissimulent le déficit des retraites au cœur du budget de l'État et que ça crée un problème de démocratie. En fin de compte, quand on ment aux gens, quand on ment aux électeurs, en général, c'est problématique. Donc, je l'ai dit un peu fort et je pense qu'à un moment, il y en a certains qui se sont dit que ce serait mieux que je ne sois plus député. Donc il y a des choses comme ça dans la politique? Ça arrive. Bah, vous le savez, la politique, c'est un monde cruel et sans merci. Mais qui est à l'origine de ça, vous savez pas? Je ne vais pas dire de nom ici. Même pas un ou deux? Je vous le dirai après. Le micro fermé. Oh, allez, ça va. J'ai pas envie qu'il me passe un procès en diffamation ou en harcèlement. Ah oui, ok. Ça vous pouvez parler au conditionnel. Oui. Non. Conditionnel, vous risquez rien. J'ai parlé de la Cour des comptes, voilà. Mais alors, je pense que les hauts fonctionnaires de l'État ne m'aiment pas beaucoup. D'accord. Un peu comme vous. Ah oui, un peu comme moi, c'est vrai. Moi, j'ai eu du mal. Mais moi, j'ai eu Bruno Le Maire qui m'aimait pas trop. Il m'aimait pas trop, Bruno Le Maire. Bon, c'est le passé tout ça. C'est du passé, c'est vrai. De toute façon, on est là pas pour parler de vous ou de moi, on est là pour parler des sujets, des réseaux sociaux, l'influence, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Exactement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en reviens quand même si vous n'êtes plus député, vous êtes resté longtemps député, vous avez été un député quand même emblématique. On a beaucoup parlé de vous dans les médias. Donc voilà, et puis est-ce qu'un député c'est comme un ministre? Un ministre, on l'appelle toujours monsieur le ministre, même quand il est plus ministre. Un député, c'est pareil ou pas? Oui. On m'appellera toujours monsieur le député, même si je suis plus député.
Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas Parce mal. que moi, député français hors de France, pour moi, c'est les mecs en vacances. Ouais, C'est des Français en vacances. Moi, c'est j'habite ça. à Madrid. J'ai la chance d'habiter à Madrid depuis 20 ans. Avant ça, j'habitais à Londres. Et il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Il y en a 11. Voilà. Dans les 577 députés, il y a un député qui est de Paris 16. Il y a un député qui est de Brest. Donc, c'est les Français qui vivent à Brest qui votent pour lui. Mais moi, les Français qui votent pour moi, c'est les Français qui vivent en Espagne, au Portugal, à Andorre et Monaco. C'est eux qui m'ont élu. D'accord. C'est eux que je représente à l'Assemblée nationale. Mais après, je fais des lois pour l'ensemble des Français. Quand on est député, enfin, je faisais des lois pour l'ensemble des Français. Et ça, c'est un député des Français à l'étranger. On est un des quatre seuls pays dans le monde qui donne une représentation parlementaire à la diaspora, aux exilés, aux expatriés, appelez-les comme vous voulez. Mais c'est des gens qui souvent payent des impôts en France. C'est des gens qui portent l'image de la France à l'étranger, qui mettent leurs enfants dans les lycées français à l'étranger et qui parfois voient ce qui se passe dans des autres pays et qui peuvent s'en inspirer pour venir faire changer les choses en France. Et pourquoi uniquement ces 4 pays? Enfin, il y a 11 députés des Français de l'étranger, donc il y en a un qui est député des Français d'Amérique, des États-Unis et du Canada. Il y en a une qui a 59 pays d'Asie du Sud-Est. Moi, j'ai 4 pays, c'est la péninsule ibérique et Monaco. Et comment vous en êtes arrivé, du coup, à être député, donc représentant les Français hors de France, à vous intéresser à cette loi des influenceurs? Alors, comment on en arrive là? C'est quoi le schéma? Alors, le schéma, c'est qu'en fait, moi j'ai été, en gros, moi j'ai eu une élection qui a été très visible parce qu'en 2022, j'ai été expulsé par mon parti politique. Ou viré, là encore. Vous êtes un rebelle, vous, c'est un rebelle qu'on a en face. C'est le Magali Berda de la politique. On va en parler, puisque c'est à ce moment-là que je suis devenu le député pirate, puisque mon parti politique a dit, à ce moment-là, Stéphane, t'es sympa, t'es député, mais là, sur les élections, on a envie de mettre Manuel Valls à ta place. D'accord ? Donc ils m'ont dit, casse-toi. Moi j'ai dit non, désolé, moi je reste, je me présente, j'ai pas besoin de votre étiquette, Renaissance, et c'est les gens qui vont choisir, c'est les électeurs qui vont choisir. Donc il y a eu une grosse bataille sur les réseaux sociaux, Manuel Valls contre moi, etc., etc. Ça m'a donné de la notoriété, j'ai gagné, je suis devenu député. Donc vous avez gagné sans étiquette? Sans étiquette. Face à Manuel Valls. C'est pour ça que à ce moment-là, les gens m'appelaient le député pirate. Et là, on a des défaites. C'était ça l'histoire. D'accord. Voilà. on va y venir, on va voir. Mais du coup, et c'est peut-être pour ça qu'après mon élection, des gens m'ont interpellé sur les réseaux me disant il y a un problème, je sais pas si vous savez, mais en France, avec les voleurs, les influenceurs, il y a des arnaques. J'ai regardé, j'ai vu que personne s'y intéressait à l'Assemblée nationale. Je me suis dit tiens, bon, c'est un sujet intéressant. En plus, moi, je connais les réseaux sociaux. Je suis un peu là à l'Assemblée nationale grâce aux réseaux sociaux, parce que sans l'appui des réseaux et la notoriété que ça m'a donné, j'aurais pas forcément gagné cette élection. Donc, je vais regarder. Il se trouve qu'on est tombé d'accord avec Bruno Le Maire et le ministre du numérique à l'époque, qui était Jean-Noël Barrot, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, sur le fait qu'il y avait un problème de régulation et d'encadrement du secteur des influenceurs, des agences d'influenceurs. Et on s'est dit, on va travailler ensemble. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait une espèce de tempête médiatique autour de vous, Magali Berda. C'était en quelle année, ça? 2022. Ah, parce que Magali, elle lui avait écrit avant, Bruno Le Maire, donc elle avait déjà dit qu'il y avait un problème. Mais il n'avait pas vu le message. Effectivement, il y avait un problème. Est-ce qu'ils en avaient parlé de ça? Moi, parce que moi, j'ai eu beaucoup pas de rancœur ou de rancune, je sais pas, de tristesse, en fait, de dépit, parce que quand j'ai vu que tout le monde me balançait et me tombait dessus, les gens, ce qu'ils savaient pas, c'est que plusieurs fois, j'avais écrit à Bruno Le Maire en direct, sur Instagram, sur WhatsApp, à son assistante, à son directeur de cabinet, etc., pour demander des rendez-vous, parce qu'effectivement, ça devenait vraiment le Far West. Et ça, sur le coup, je vous donne totalement raison. Et ces gens-là m'ont fait galérer pendant 1 an pour avoir un rendez-vous, jusqu'à ce que alors, je sais pas si c'est coïncidence ou pas, mais quand j'ai interviewé en 2022 Emmanuel Macron, j'en avais touché un mot, je lui avais dit je comprends pas parce que Bruno Le Maire il me répond pas. Et il y a un vrai sujet sur les influenceurs. J'en avais parlé en off. Et bizarrement, 2 jours après, j'ai reçu un message du cabinet de Bruno Le Maire pour s'excuser de m'avoir ghosté et en me disant écoutez, on va vous donner un rendez-vous, mais là comme il y a les réélections, il va y avoir le remaniement donc des ministres, etc. Donc on se voit après. Et entre-temps, Bouba a commencé sa croisade et Bruno Le Maire a fait comme si ce 1 an n'avait jamais existé, comme si j'étais... vous voyez ce que je veux dire? Moi, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis ni Bruno Le Maire, ni l'avocat de Bruno Le Maire. Oui, je sais que vous n'êtes pas Bruno Le Maire. Et, en l'occurrence, un ministre des Finances est très sollicité, tout le monde veut le voir, tout le monde a des trucs à lui proposer, à lui demander. Je pense pas qu'il avait quelque chose contre vous en particulier, hein, mais simplement, il y a un moment où c'est venu, et au moment où c'est arrivé vraiment sur sa table à lui, il se trouve qu'il y avait pas mal de députés, dont moi, qui s'étaient emparés du sujet. Il y avait 4 députés en particulier à l'Assemblée nationale qui avaient déposé un premier texte, une proposition de texte. Les 4 textes étaient différents.
Et puis, comme j'étais le seul de son camp, il m'a dit, Stéphane, il faudrait que tu prennes le lead, mais par contre, essayer de fédérer un peu tout ça, de s'allier pour qu'on n'y aille pas tous de manière désordonnée et surtout qu'on n'essaie pas de voter les uns contre les lois des autres. Ça serait un peu ridicule et finalement, on perdrait la bataille de l'opinion. Et c'est là qu'il m'a proposé, il m'a suggéré d'aller voir Arthur Delaporte, que je suis allé voir, et puis on a commencé à travailler ensemble sur cette base-là, et depuis on est devenus grands amis. Et vous n'êtes pas du même camp? Pas du tout, au contraire. Vous êtes complètement opposés. On est d'accord sur rien, sauf sur le fait de réguler l'influence et de prendre soin des utilisateurs des réseaux sociaux et du numérique en général, et en particulier des jeunes et des enfants. Mais donc c'est Bruno Le Maire, entre guillemets, qui vous a chargé de cette mission, c'est pas vous qui êtes allé... Si, moi je l'aurais fait tout seul. D'accord. Mais quand Bruno Le Maire a vu que j'avais... Parce que moi, je suis quand même pas mal suivi pour un député. Effectivement, les députés ne sont pas suivis sur les réseaux. Vous avez combien sur les réseaux? J'ai rien. J'ai 20 000 sur Twitter, c'est ridicule. Bah mais, non, pour des députés, c'est pas mal. Mais pour un député, c'est pas mal. Et je trouve que je suis dans les top 10 des députés les plus actifs de l'Assemblée. Enfin, et top 1 des plus rebelles. Comment? Et top 1 des plus rebelles. C'est clair. Alors là, il n'y a pas photo. Je suis le seul de l'Assemblée nationale qui n'appartient à aucun parti politique. Déjà, pour commencer. Ouais. Ah oui. Ah oui, puisqu'il s'est fait virer. Mais vous êtes toujours à l'Assemblée Non, il a dit qu'il vient de se faire virer. Il est plus viré député. 2 fois. On vous a dit c'est vraiment l'émission pour les nuls et c'est moi le nul. Donc je vais refaire le cancre là. Non, mais j'ai été élu 2 fois sans étiquette, en 2022, en 2024. Et puis je reviendrai en 2027. Et qu'est-ce qui... Ah, vous allez vous représenter? Est-ce qu'on peut, quand on se fait virer... Non, mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on reçoit un député qui s'est fait virer. Non, mais du coup... je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment vous vous faites virer en tant que député? Vous recevez une lettre un jour Non, oui, il y a la commission des comptes de campagne qui vous dit « Ah, c'est pas bien, votre banque, elle a ouvert votre compte de campagne trop tard, du coup, vous avez été obligé d'acheter vos billets d'avion avec votre carte de crédit plutôt qu'avec la carte de crédit de la banque. C'est pas bien, c'est pas les règles. Donc on va vous dénoncer au Conseil constitutionnel et il va décider s'il faut vous virer ou pas. » Et là, ensuite, vous allez devant le Conseil constitutionnel, vous allez voir tous les grands sages, et vous donnez vos arguments, vous expliquez, moi, j'y peux rien, j'ai essayé de respecter la loi, mais ma banque n'a pas ouvert mon compte, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'arrête, je fais pas campagne parce que je peux pas m'acheter un billet d'avion. Non, je m'achète le billet d'avion, et je me dis, c'est pas grave, je régulariserai, sauf que la banque m'a pas permis de régulariser parce que le compte a été ouvert après la campagne. Et donc le Conseil a dit désolé, ils ont appliqué un critère hyper strict et ils ont dit désolé, vous êtes viré, vous n'êtes plus député et vous n'avez pendant 1 an pas le droit de vous présenter à une élection. Vous êtes inéligible. Et vous avez le chômage en tant que député ou pas? Alors si vous perdez une élection, oui, mais quand vous vous faites virer comme ça, en fait, vous êtes déclaré démissionnaire d'office. Ah bon? En gros, on vous dit, tu dis que tu démissionnes. Okay. Ah oui. Et donc du coup, donc il n'y a pas de chômage. Pour le chômage, il y a pas du coup, il y a pas d'indemnité, pas de chômage, rien du tout. Et pareil pour mon équipe, c'était assez dur en fait, parce que est-ce qu'on peut les attaquer? Est-ce que vous avez droit au prud'homme ou en tant que député? Alors non, il n'y a pas de prud'homme, il n'y a rien. Par contre, j'attaque la France, le Conseil constitutionnel. Encore mon petit côté oui, rebelle. Il est vraiment rebelle, dis donc. Oui, devant la Cour européenne des droits de l'homme, je veux faire tomber cette décision du Conseil constitutionnel. Ça ne me rendra pas mon mandat, mais je veux que mon honneur soit nettoyé. Et je veux aussi poursuivre la banque qui m'a fait un coup de... coup de Trafalgar. Coup de Trafalgar. En retardant de 5 semaines l'ouverture de mon compte et qui du coup m'a mis dans ce piège. 1 an de non-éligibilité. Voilà, et puis ensuite 2027, vous représentez? En principe. Toujours sans étiquette? Toujours. Pas d'amende avec ça? Vous avez une amende? Non, mais par contre, ils m'ont pas remboursé les 20 000 € que j'avais mis dans ma campagne. Ouais. C'est pas sympa. Ouais. Non, mais c'est surtout que tu te retrouves du jour au lendemain sans argent, quoi. Sans pouvoir vivre, puisque t'as plus de travail, t'as pas de chômage, t'as rien. Oui, c'est ça. Après, il faut se débrouiller. Effectivement. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite en direct. On vit pas dans la même France avec le député, non, vous m'avez dit je peux dire toujours député. Donc député, ex, nouveau, futur, Stéphane Vojetta. À tout de suite sur Sud Radio. Le rebelle. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France pour une émission très particulière. Ce soir, sur la loi des influenceurs, cette loi qui a fait tant parler, qui a fait tant couler d'encre pendant tant d'années, parce que ça n'a pas duré que 6 mois. Cette loi-là, elle a duré pendant des années, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais finie. Et d'ailleurs, elle continue actuellement, c'est un truc de dingue. Mais quelque part, je trouve ça pas plus mal. Et ce soir, on en parle avec Stéphane Vojetta, qui était à l'initiative de cette loi. Lui et notre ami
Arthur Delaporte, qui sont dans deux camps opposés. Et c'était intéressant d'entendre le parcours de Stéphane Vojetta, qui s'est fait virer, revirer, ultra virer, mais toujours rebelle avec un drapeau pirate. Je viens tout seul, je dépose plainte contre l'État. Enfin bref, tout va bien. Et il se représente certainement en 2027 en tant que député. Alors, Stéphane Vojetta, qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous avez fait cette loi sur les influenceurs? Alors vous vous êtes vous êtes mis en avant et vous avez auditionné beaucoup de gens, etc. sur les influenceurs. C'était vraiment le Far West à l'époque, c'est vrai. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Il n'y avait pas vraiment de règles. Oui. Ça faisait des années que ça durait. Je pense que tout le monde a pris des mauvaises habitudes. Les gens aussi, moi je tiens à le dire, les influenceurs, certains n'ont peut-être pas forcément, parce que le monde de l'influence c'est du commerce quelque part, et on n'a pas non plus certaines notions des fois qui sont pour des juristes évidentes, mais pour des gens lambda, puisque les influenceurs sont des gens lambda, non pas forcément. Donc vous avez encadré tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez construit, je ne sais pas si on peut dire comme ça, construit cette loi? Exactement, c'est le terme. On a construit cette loi. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Un sujet sur lequel on reviendra après, c'est l'Europe, le rôle de l'Europe. Okay. Mais le premier sujet qui m'a marqué, c'est que, en fait, cette loi, si tout le monde en a parlé, c'est parce que, au-delà des clashs, etc., ça, pour moi, c'est accessoire. D'accord ? Mais par contre, ça a été un grand moment d'éducation collective, où les gens se sont intéressés à ce sujet et ils ont, au fur et à mesure qu'on avançait dans la préparation de la loi, ils se sont intéressés aux règles qu'on allait mettre en place, ils ont regardé ce qui se passait, ils se sont dit effectivement il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont bien, il y en a qui fonctionnent pas, il y en a qu'il faut régler. Et donc, et en particulier les influenceurs qui, eux, faisaient déjà de la publicité sur les réseaux sociaux, ils se sont dit, ah mais c'est vrai, il est en train de dire un truc, en fait ils ont raison quelque part, et je devrais un peu écouter les débats, parce que dans ces débats-là, ils expliquent la bonne manière de faire les choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'influence ? Nous, on ne définit pas ce que c'est qu'un influenceur. Nous, on a défini une activité, l'influence commerciale. L'influence commerciale, c'est quand vous êtes un créateur de contenu et vous voulez utiliser votre compte et vos réseaux sociaux pour faire de la publicité, de la promotion pour un produit, et il y a un tiers qui vous paye pour faire cette promotion, à travers votre agence ou ou directement. D'accord ? Eh bien, ça, dans la vie réelle, à la télé, dans les journaux, etc., ça s'appelle de la publicité. Bien sûr. La publicité, il y a plein de règles qui l'encadrent. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on fait de la publicité. On n'a pas le droit de mettre une pub pour du pinard dans le Club Dorothée, par exemple. D'accord ? Eh bien, il y a pas mal d'annonceurs, d'entreprises qui utilisaient des influenceurs pour éviter ces règles. Parce qu'il y avait des règles qui les embêtaient dans le monde réel, eh bien, ils allaient sur les réseaux sociaux parce que là, c'était un peu le Far West et les règles s'appliquaient pas. Nous, on a vu ça, on s'est dit, bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler les règles qui existent et on va dire, elles s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux. D'accord ? Ça, c'était point numéro 1. Et ensuite, on s'est dit, il y a certaines choses qui sont spécifiques aux réseaux sociaux et sur lesquelles il faut peut-être aller un peu plus loin que les règles existantes. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut interdire la publicité par des influenceurs pour la chirurgie esthétique et les produits de chirurgie esthétique, parce qu'on trouve que dans les oreilles d'une fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est pas bon d'entendre toute la journée parler de corps, de chirurgie, de fait qu'il faut changer son corps. Okay ? Pour nous, c'est quelque chose que, à partir du moment où il y a des enfants qui sont jeunes, qui sont sur les réseaux sociaux, et qu'on n'arrive pas bien à les protéger de tous les contenus, jusqu'à ce qu'on arrive à bien les protéger, on parle pas de chirurgie esthétique. Mais ça, c'était déjà interdit de faire la promotion de la chirurgie normalement. Il y en avait partout. Oui, mais c'était déjà interdit. C'est-à-dire que à la base, on n'avait pas le droit de faire de la publicité pour des médecins. C'est interdit. Eux, ils n'ont pas le droit. Oui. Mais donc c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que cette loi, elle a reconstruit. Maintenant, il y en a beaucoup moins, effectivement. Alors il y en a beaucoup moins. Il y en a encore. Il y en a encore, oui, parce que c'est tout comme il y a encore des gens qui mettent pas leur ceinture dans la voiture. Bien sûr. C'est vrai, il y a eu une prise de conscience quand même avec cette loi. Nous, ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui faisaient vraiment des publicités qui allaient à l'encontre de ce qu'étaient les règles habituelles pour la publicité sur les crypto-monnaies, sur le vin, sur les investissements, sur les paris sportifs, etc. Ces gens-là, en général, soit ils ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent, soit on leur a fait comprendre. Parce qu'ils ont pris des notifications, ils ont dû faire des affichages, des sanctions de la DGCCRF, où ils sont pris des peines, des amendes, voire même, pour certains, menacés de peine de prison. Donc il y a eu une baisse. Il y en a qui ont été condamnés. Il y en a qui ont été condamnés, effectivement. On a 2 personnes qui ont été condamnées. Il y a eu Rim Renon et il y a eu Maëva Guénam. De notre point de vue à nous, on a fait beaucoup de pédagogie pendant la construction de cette loi, et ça, c'était vraiment le plus intéressant, c'était de faire de la pédagogie en direct et voir comment l'écosystème de l'influence et des agents écoutait ce qu'on faisait et réalisait
comment les règles allaient être transformées à partir du moment où cette loi serait votée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette loi, finalement, ça n'a été que, justement, un récit des lois déjà existantes ? Non, pas que. Elle a rajouté quoi exactement, la loi ? Par exemple, elle oblige maintenant, elle obligeait, mais effectivement, elle n'était pas complète, cette loi. Parce qu'il faut bien comprendre que c'était une loi portée par des députés, une proposition de loi. C'est pas une loi proposée par le gouvernement. Quand il y a des projets de loi proposés par le gouvernement, là, on a une semaine pour débattre dans l'hémicycle. Là, quand c'est une loi proposée par un député, on a une demi-journée, voire une journée au maximum. Donc, on peut pas faire un truc très large. On est obligé de choisir certains sujets. Et là, on avait choisi des sujets, effectivement, sur lesquels on allait au plus efficace. Mais ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a créé un encadrement de la relation de l'influenceur avec son agence. On les oblige à avoir un contrat écrit, par exemple. On oblige à ce que l'influenceur, dans son contrat écrit, dise « je vais respecter la loi française à partir du moment où je fais de l'influence auprès du public français ». L'agence ou l'annonceur met dans le contrat que la responsabilité est partagée 50-50 avec l'influenceur si jamais il y a un problème. Si jamais c'est une arnaque, si jamais il y a des pertes, si jamais il y a un dommage derrière à cause du produit, c'est 50-50 la responsabilité. Toute la responsabilité ne tombe pas sur l'influenceur. Donc on protège l'influenceur aussi à travers tout ça. Il y a une question sur les réseaux, sur Live Instagram. Il existe du coup une police de l'influence sur les réseaux ? Oui. Alors, une police, c'est pas vraiment une police, mais il y a quelque chose qui s'appelle la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est une officine de Bercy, du ministère de l'Économie, mais qui est chargée de s'assurer notamment que les cuisines, qu'il n'y a pas de cafards dans les cuisines des restaurants, mais aussi, il y a une brigade de l'influence, c'est 15 personnes qui ont été, une équipe qui a été créée par Bruno Le Maire en parallèle au vote de notre loi, afin d'aller toute la journée sur les réseaux, regarder les stories, regarder les publications. Il regarde tout. S'assurer qu'il y a le bon hashtag, s'assurer que Poupette Kenza fait pas de la pub pour des produits interdits en Europe ou en France, etc. etc. Ça, c'est la brigade de l'influence commerciale, ça existe. Et ils ont droit à une erreur, les influenceurs, ou comment ça se passe ? En général, tu te fais rattraper par la brigade à partir du moment où tu commets quand même beaucoup d'erreurs à la suite. C'est un cumul, Et il y a un moment, ils te disent venez par ici, monsieur ou madame, et c'est pas bien ce que vous faites. Donc là, premier avertissement, vous allez devoir mettre pendant 3 jours piner sur votre un message qui dit j'ai fait des bêtises, j'ai compris, j'ai enfreint la loi, je ne le referai plus jamais, sinon je serai puni et vous aussi. Et est-ce que ça, finalement, vous pensez que c'est bien aujourd'hui de... Parce que, alors, moi j'ai deux impressions. J'ai une impression que il y a eu un acharnement sur principalement les influenceurs issus de télé-réalité. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer... Parce que moi, je connais le monde de l'influence, je pense que je le connais extrêmement bien. Ouais. Il y a des influenceurs de tout niveau, de tout type, qui ont fait de la merde, excusez-moi du terme. Ouais. Et j'ai eu l'impression, pendant cette loi des influenceurs, qu'on tapait principalement les candidats télé-réalité parce que c'est eux qui font le plus de sale buzz, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait qu'en tapant sur eux, on va faire plaisir aux gens. Parce que les influenceurs télé-réalité sont des gens qui... et je me mets dedans, parce que on aime nous détester. Ça veut dire qu'on fait des trucs bien, on nous déteste, on fait des trucs mal, on nous déteste. Et ils n'ont pas le même rapport, les gens, avec les influenceurs généralistes, moi je les appelle, qui sont pas issus de télé-réalité. Et on a eu l'impression, nous, dans ce milieu, que vous, en tant que député, vous preniez les influenceurs télé-réalité parce que vous saviez que les gens allaient aller dans votre sens, alors que finalement d'autres faisaient même pire que les candidats télé-réalité, mais vous leur tapiez pas dessus, et que en même temps ça vous donnait un peu ce côté bon samaritain de dire moi je suis les gens n'aiment pas les candidats de télé-réalité, c'est facile à descendre, c'est facile à faire détester, donc forcément les gens vont plus nous soutenir, vous voyez. Alors que finalement, je termine juste cette phrase, alors que finalement cette loi, quand on la regarde point par point, à 80%, elle n'est qu'un résumé de lois déjà existantes. À mon sens. C'est un débat entre nous. Oui, non, mais c'est une vision des choses. Moi, je pense que vous avez une vision qui est forcément personnelle et subjective, parce que vous avez été impliqué d'une certaine manière, publiquement, etc. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais au cœur de la construction de la loi avec Arthur Delaporte. Moi, je suis arrivé sur ce sujet. Pour moi, c'est un sujet théorique. Notamment parce que ça fait 30 ans que je vis hors de France, et que moi, honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire, je connaissais aucun des influenceurs dont on me parlait. Je savais pas qui avait fait de la télé-réalité, qui n'avait pas fait de télé-réalité. Je savais même pas qui était Booba, pour être honnête. D'accord ? Donc moi, je mets sur ce sujet parce que, effectivement, j'ai vu un besoin de réguler quelque chose parce qu'il y avait des dérives. Ok ? Donc, on régule les dérives. Après, s'il se trouve que ces dérives sont plus mises en œuvre
par telle personne que par telle autre personne, moi, je m'en fous. On vous a parlé de qui quand vous dites on vous a donné des noms d'influenceurs? Des noms d'influenceurs, je me rappelle même plus. Parce C'était ceux issus de la télé-réalité en général. Des noms de personnes que je ne connaissais pas. Mais qui citait ces noms? Par exemple, les représentants des victimes, les associations de représentation des victimes. C'est Audrey Coupeau qui faisait de la vigilance sur les réseaux sociaux, qui essaye de se battre pour une influence responsable et propre, etc. Moi, on me citait des noms de personnes. À chaque fois, je me disais, bon, il faudrait que je note parce que j'irai voir un jour et j'ai jamais eu le temps d'aller voir qui c'était. Est-ce que la DGCCRF, Magali ou Stéphane, ils ont accès à tout ce qui s'est passé avant pour les influenceurs? Bah non. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, dans les archives, des stories, etc. Il n'y a pas d'archives, en fait. C'est ça la difficulté quand on est la police des réseaux sociaux. C'est des choses qu'on va modifier parce que là maintenant, moi je suis plus député, mais je suis quand même en mission pour le gouvernement. Le gouvernement nous a dit, Monsieur Vogetta et Monsieur Delaporte, la même équipe, les deux cow-boys. Tic et tac. Voilà, Starsky et Hutch. On va, enfin c'est les années 80 là. Je sais pas si tout le monde a la rêve. Tic et tac, c'est mieux. C'est plus moderne. Vous allez continuer à travailler sur les nouvelles dérives de l'influence et du numérique, d'accord ? Et là, c'est plus exactement les mêmes dérives. On est sur des nouveaux problèmes, les TikTok Live, oui, avec les pourboires ou les tips, etc. OnlyFans, des agents OnlyFans, les enfants influenceurs, la diffusion excessive d'images d'enfants sur les réseaux sociaux, et plein de choses comme ça. Il y a encore un vrai Donc on est en train de travailler là-dessus, et dans une semaine, on va remettre au Premier ministre, Sébastien Lecornu, le rapport suite à ces 6 mois de mission avec Arthur Delaporte. Et on va compléter certains éléments de la loi influenceur, effectivement, qui n'étaient pas complètes et qui n'étaient pas parfaites. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas complète? Parce qu'on est aujourd'hui en 2025, et en 3 ans, les choses évoluent vachement. La technologie évolue vachement. Oui, ça c'est vrai. Et ce qu'on a vu pendant cette mission notamment, c'est que la police des réseaux sociaux, elle n'est pas du tout équipée. Ils ont des pistolets en plastique. Pourquoi notamment? Parce que si on leur dit, oh regardez, il y a une story de Poupée Kenza, ça va pas du tout. Déjà, c'est qui Poupée Kenza? Ils passent 2 jours à chercher, ensuite ils vont voir la story, et la story, elle est plus là. Il n'y a pas d'enregistrement de story. Vous ne pouvez pas aller chercher une historique des stories sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est une des problématiques. Il y a des signalements, et si on ne réagit pas immédiatement aux signalements, c'est fini. Il n'y a plus d'enquête. Donc ça, c'est une des choses qu'on va corriger. On va essayer de donner plus de moyens à cette police des réseaux sociaux afin qu'ils fassent un meilleur travail et qu'ils puissent réagir plus rapidement quand il y a un problème. Moi, j'ai une question pour toi, Magali, après la pub. C'est est-ce que tu as senti un vrai changement dans tes influenceurs par rapport à tout ce qui se passe? Je te réponds après cette petite pause sur Sud Radio. Restez avec nous en direct. On vit pas dans la même France sur la loi des influenceurs, cette fameuse loi dont tout le monde a parlé pendant des années et on en parle encore aujourd'hui. Elle a fait beaucoup parler à la commission d'enquête sur TikTok avec les auditions de Nasdaq, Julien Tanti, etc., etc. Ça fait le buzz à chaque fois, c'est vendeur à chaque fois quand même. On peut pas l'enlever. Et on a le patron de cette loi, Stéphane Vogetta, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Alors Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, il nous reste que 15 minutes. Alors je vois pas le temps passer. Voilà ce sujet qui me passionne et justement c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce débat tous les deux ce soir avec Stéphane Vogetta, député Ensemble pour la République des Français établis hors de France, qui n'est plus député mais qui se représente en 2027 et qui a fabriqué cette loi des influenceurs, qu'il a construite. Voilà, qu'on l'aime pas, qu'on ait eu des tensions ou pas, il l'a fait. C'est lui qui est à l'origine de cette loi avec Arthur Delaporte. Cette loi qui était nécessaire. Alors, tu avais une question, Mathias, juste avant. C'était pour toi, Magali, parce que du coup, tu es intervenante dans le débat. C'est trop marrant. Est-ce que par rapport à la loi qui a été mise en place et la DGCCRF, tu as senti un changement chez tes influenceurs que toi, tu gères? Alors moi j'ai senti un changement, oui, je pense que c'est bien parce que les gens ont compris. Pourquoi? Parce que moi j'ai passé des années des fois à dire et preuve à l'appui, mais vraiment ce que je vous dis c'est preuve à l'appui, par message à certains influenceurs dont je tairai le nom aujourd'hui, ça sert à rien, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ils étaient dans notre agence et ils se permettaient de faire des choses en direct avec les marques, sauf que comme moi j'étais hyper ultra exposée, du coup tout le monde ralliait. C'est-à-dire moi j'ai même été accusée un jour sur un grand journal d'avoir organisé la pub
publicité d'objets de contrefaçon, alors qu'en fait, ça venait de l'agence concurrente, que je l'avais refusé. Mais parce que les gens me connaissaient, entre guillemets, moi. Donc on m'a mis cette étiquette, malheureusement, que j'ai beaucoup de mal et je travaille très dur pour m'en défaire. Mais je faisais des alertes constantes aux influenceurs en disant attention, ça t'a pas le droit. Et ils me prenaient pas au sérieux. Et ça, c'est une vérité. Et ça, il y en a beaucoup qui me prenaient pas au sérieux. Et j'avoue que quand il y a eu cette loi qui est passée, ils ont compris que c'était pas des bobards. Après, moi, ce qui me dérange, c'est j'ai trouvé cette fabrication de lois très hypocrite chez certains. Par exemple, je prends la RPP, qui est l'autorité qui régule la publicité en France, que je connais moi depuis le début, depuis 2016. Moi, j'étais allée taper à leur porte, et je le dis publiquement parce que c'est vrai, j'ai des preuves aussi, en leur disant « Coucou, j'ouvre mon agence, je connais pas, je sais pas ce qui est légal, pas légal, ce qu'on peut faire, pas faire, comment je peux faire ?» J'ai été très bien reçue par monsieur Mansouri. Il m'avait extrêmement bien reçu à l'époque, qui m'avait d'ailleurs mise en avant sur plein de sujets dans le monde de l'influence en disant que j'étais une agence de référence, une agence éthique. Et j'ai les papiers de ça, dans leur journal même de la RPP. Pendant des années, j'ai collaboré avec eux étroitement et on se soutenait, même dans le sens où je leur apportais des éléments de réponse et eux, ils me donnaient aussi des éléments de réponse. Et puis quand il y a eu l'affaire Booba, donc je parlerai même pas de la loi influenceur, je parle vraiment de l'affaire Booba, on m'a c'était bien vu de me voilà, et comme les auditions qui ont eu lieu chez monsieur le ministre Bruno Le Maire ou au ministère de Bruno Le Maire à cette époque, on m'a rejeté de la réunion. Alors on m'a dit vous êtes OK pour la table ronde, on veut vous entendre parce que vous avez une place importante aujourd'hui dans le monde de l'influence, mais on va vous entendre toute seule, pas mélanger aux autres parce que on veut pas de débat sur les réseaux sociaux. Et je trouvais ça hyper injuste parce que moi j'étais cyberharcelée. À ce moment-là, c'était pas encore acté judiciairement, aujourd'hui ça l'est, donc je peux le dire, mais je vivais ce cyberharcèlement et je me retrouvais mise à l'écart injustement puisque j'ai été aussi blanchie de toutes les accusations que Booba a portées contre nous. On a été complètement blanchie, et la société et moi-même personnellement, donc maintenant aussi je peux le dire, et je me dis avec le recul finalement que quand vous avez un Bruno Le Maire qui va à la radio dire Booba a raison dans la manière de faire, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez avec le recul me dire bah oui, dans la manière on n'a peut-être pas bien réagi, mais dans le fond on a bien réagi, parce que vous avez plusieurs fois relayé Booba, chaque tweet que vous relayez apportait de la crédibilité à ce cyberharceleur et renforcer le cyberharcèlement parce que ça lui donnait une légitimité qu'il n'avait pas. Et vous savez très bien qu'il n'avait pas, parce qu'il a même refusé vos convocations. Il n'a même pas voulu répondre. Non, au Sénat, il avait été convoqué au Sénat. C'est pas pareil. Oui, mais il a été convoqué au Sénat, il a refusé d'aller. Nous, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, bon, il y a un sujet, il y a le fond, il y a la loi qu'on veut faire, avec des objectifs clairs, régulation, pédagogie, etc. Et puis il y a cette espèce d'environnement médiatique, avec en particulier cet énorme clash entre deux personnalités très connues, etc. Harcèlement, pas clash. Comment ? On peut le dire aujourd'hui. Moi, je suis pas un juge, je suis pas la justice. Moi, mais c'est la justice qui a parlé. Qui fait la loi. Je suis quelqu'un qui fait la loi, d'accord ? Et j'ai pas envie de revenir là-dessus. Nous, ce qu'on a vu, c'est ce que s'est dit avec Arthur Delaporte, c'est on va éviter de rentrer, en fait, de remettre une pièce dans cette machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ne pas convoquer ni Booba ni Magali Berda. On va pas, et on va essayer de mentionner le moins possible le nom de Magali Berda sur les réseaux, dans nos tweets, dans nos communications, notamment pour ne pas rentrer dans le jeu des gens qui vous poursuivaient, harcelaient, tout ce que vous voulez. Alors, Stéphane Vogetta, je vous aime d'amour là ce soir. Ouais. On fait la paix. Alors, mais vous avez retweeté Booba plein de fois, une tonne. Mais combien de fois est-ce que je vous ai mentionné ? Alors plein de fois, non. Non, je beaucoup. veux bien qu'on compte les fois. Et moi, je les ai comptés derrière, et c'est pas beaucoup. Et deuxième fois, combien de fois je vous ai mentionné sur les réseaux sociaux avant cette émission chez LCP où c'est un peu clashé entre nous ? Non, retweeter Booba, je pense au moins une vingtaine de fois. Non. Je les ai. Bah, allez-y. Bah oui, je vais vous les préparer. On va jouer au juste prix. Non, mais de toute façon, on n'est pas là pour ça parce que c'est pas le sujet. Non, mais vous l'avez dit une fois, c'était pas vrai, ça reste pas vrai. Et je suis ravie. En fait. Mais non, mais si, c'est vrai pour moi. Et je les ai les tweets. Mais bon, c'est pas grave, on va pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que quand même, vous avez, à un moment donné, pu comprendre que certains aient l'impression que cette loi, elle a été plus un effet de mode dans les comportements d'un peu tout le monde, où tout le monde s'emballait autour de la loi, plutôt que de vouloir vraiment. Regardez ce qu'on a fait. Quand on fait une loi, je veux dire, quand on est député, parlementaire, ministre,
En fait, quand on fait une loi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une loi? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi influenceur? C'est pas pour le plaisir de mettre des amendes aux gens ou d'envoyer des gens en prison. La loi influenceur et toutes les autres lois, à chaque fois, il y a des sanctions. On fait pas une loi pour coller des sanctions aux gens. On fait une loi pour changer les mentalités. On fait une loi pour que les gens, grâce à la peur du gendarme, grâce à la peur de la story qui devra être épinglée pendant 3 jours, qui est un peu humiliante, mais c'est fait pour ça. Ça s'appelle le name and shame en anglais. Quand vous faites une bêtise, parfois, il y a une règle, c'est vous devez reconnaître sur la place publique. Au Moyen-Âge, on vous mettait sur la tête sur un bio, là. La presse fait ça, hein. La presse, quand Closer ou pour Public, et Voici, pour en citer 3, quand ils sont condamnés pour une photo volée, ils doivent mettre ça en une de page. Mais là-dessus, moi, je suis pas d'accord parce que je trouve ça vraiment humiliant parce que les influenceurs, c'est leur fond de commerce, leur Instagram. Ouais. C'est comme si on va devant un magasin, le magasin, il a fait une bêtise. Il n'y a pas affiché, j'ai fait une bêtise, je me suis fait engueuler par la police. Que là, du coup, les influenceurs, c'est humiliant pour eux, parce que derrière... Attendez, moi, regardez. Là, je vais être en procès contre la Banque Postale. La banque qui m'a planté sur ma campagne électorale. Dans ma plainte, je leur demande beaucoup d'argent, en dommages et intérêts, mais je leur demande aussi, une fois qu'ils seront condamnés, s'ils le sont, à afficher ou à publier dans certains titres de presse un encart où ils expliquent qu'ils ont été condamnés par rapport au fait de m'avoir laissé tomber. C'est qu'un encart, que là c'est vraiment sur l'Instagram de l'influenceur, c'est son fonds de commerce. Alors, c'est pas très sympa, effectivement, mais ça a valeur d'exemple. C'est comme ça. C'est pas très sympa de mettre quelqu'un en prison, c'est pas très sympa de mettre une amende de 50 000 euros. Peut être tué derrière. Pour une petite bêtise. Il va pas être tué parce qu'il a piné 3 jours, il a épinglé 3 jours une story sur son Insta. Par contre, il retiendra la leçon. C'est le but du jeu, c'est la pédagogie. Non, après, là où il faut être honnête, et moi je le dis, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience chez les influenceurs qui nous prenaient pas au sérieux certaines fois, enfin des fois où on leur disait ça, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Là, d'eux-mêmes, après, ils ont compris, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas envie de se faire afficher. Donc ça, c'est vrai. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours très cool, mais l'effet est là quand même. C'est pas pensé pour être cool, effectivement. Oui. Après, voilà, enfin, les résultats ont été là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont quand même pris des leçons et qui aujourd'hui font pour toi, attention. t'as impacté du coup, parce que si t'es un de tes influenceurs, il est pris par rapport à ça. Il n'était pas dans ton agence. Il vient dans ton agence. Il a le message épinglé. Toi, derrière, tu vas avoir du mal à le vendre à cause de ce message. Oui, mais justement, et c'est là que Magali Berda, elle doit s'assurer, elle, que ses influenceurs suivent les règles. Parce pour elle, c'est pas bon pour son business d'avoir un influenceur qui fait n'importe quoi et qui finit par être puni. Et moi, j'ai une question. Moi, je m'y connais pas dans l'influence. Moi, je suis dans la production. Est-ce qu'il y a un label qui certifie les influenceurs en mode influenceur responsable? C'est le certificat de l'influence responsable. Ouais, sur la on n'en parle pas de ça. Alors, ils en ont beaucoup parlé à la création du certificat, beaucoup moins aujourd'hui. Ils l'ont rendu obligatoire sur certaines marques, maintenant ça a sauté. Non, L'Oréal, par exemple, ne travaille plus qu'avec des influenceurs qui ont obtenu le certificat de l'influence responsable. Non, ça c'est faux. C'est faux. Bon, ça a changé alors. Ouais. En fait, je pense que c'est là où il y a un problème, c'est que ça fait un vrai effet de mode au début où tout le monde s'est empressé de faire les choses. Et puis aujourd'hui, il y a un laxisme qui retombe un petit peu. Mais il y a un laxisme parce que les influenceurs ont aussi pris leurs responsabilités et aujourd'hui font beaucoup moins de conneries. Ça, c'est vrai. Donc ils sont peut-être moins exigeants et ils ont peur. C'est vrai. Maintenant, c'est bien la peur du gendarme. Il faut avoir peur du gendarme. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce label en question, est-ce que vous pensez comment aujourd'hui on peut former les influenceurs alors que vous le savez, vous êtes bien placé, vous avez fait une commission d'enquête, je ne sais pas si ça se dit, vous avez fait une vraie enquête, vous avez auditionné plein de monde. Vous savez que les réseaux, ça va vite, ça change aussi vite, encore plus vite que même notre cerveau, il va vite. Est-ce que cette formation, on ne peut pas la rendre en continu tout le temps? Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui une formation obligatoire? Parce que quand on balance un jeune qui a 18 ans, qui se lance influenceur, qui fait des millions de vues du jour au lendemain, qui connaît rien au code de la consommation, et on ne peut pas lui reprocher, il ne faut pas être hypocrite, on ne peut pas lui reprocher, qui va donc forcément faire des conneries. Pourquoi à partir du moment où il s'immatricule à l'URSSAF influenceur, je crois que ça n'existe même pas encore, il me semble. Je suis pas sûre. Pas spécifiquement pour les influenceurs, mais il y a une obligation. Pourquoi on ne fait pas le nom influenceur à l'URSSAF? Et à partir du moment où tu es influenceur, tu dois t'inscrire sur une formation continue pour que on puisse te former constamment, même aux nouveaux problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça pourrait pas aider, ça? Nous, on a fait une partie de cette formation à travers la pédagogie qui a entouré la loi influenceur. Après, maintenant, il y a un guide de bonne conduite de l'influence commerciale qui est mis à jour, qui est publié par Bercy. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'influenceurs qui le connaissent, effectivement. Le certificat de l'influence responsable, il y a à peine 2000 personnes qui l'ont reçu depuis le début, alors qu'il y a 150 000 influenceurs en France qui font de l'influence commerciale, qui perçoivent des revenus. Donc, clairement, c'est pas assez. Comment est-ce qu'on fait pour être plus efficace au niveau de la pédagogie? Il faut réussir à faire parler. Nous, on va faire une deuxième loi, notamment pour faire certaines propositions
enfin une deuxième loi, en tout cas, on fait une proposition au gouvernement. On verra si le gouvernement va en faire une loi ou s'il nous laisse ou s'il laisse Arthur Delaporte, maintenant que je peux plus l'aider en tant que député, faire une deuxième loi pour, là encore, aider les influenceurs à prendre connaissance des règles. Par exemple, moi j'ai bien aimé l'autre jour, j'ai pris un vélo de location le soir, là, et comme il était tard, l'application faisait l'hypothèse que j'avais bu. Et donc, ils m'ont obligé, avant de prendre le vélo, à répondre à 5 questions de suite. Est-ce que vous savez ceci? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire cela? Est-ce que vous avez bien un casque? Est-ce que vous savez que vous ne devez pas circuler sur les trottoirs? Je me dis, c'est chiant, mais en même temps, ça m'oblige à connaître les règles, au cas où je ne les connaissais pas. D'accord? Et ça, je pense que maintenant, il faudrait qu'on arrive, enfin, que l'Europe, du coup, parce que ça, c'est l'Europe qui peut obliger les plateformes, mais il faudrait que l'Europe oblige Instagram qu'à chaque fois qu'un influenceur, un créateur de contenu va faire une publication commerciale, eh bien, par exemple, s'il va publier un truc sur il faut investir sur Bitcoin, eh bien, qu'avant de cliquer sur Send, eh bien, est-ce que tu es au courant que tu vas faire une publicité pour des produits dangereux? Est-ce que tu sais que les règles, c'est de présenter à la fois les risques de perte aussi bien que les probabilités de gain? Est-ce que tu sais que tu dois exclure les mineurs de moins de 18 ans de ton audience, etc., etc. Eh bien, ça, il faut que la technologie aide à répandre cette connaissance et cette pédagogie. Alors, l'émission est passée beaucoup trop vite. J'avais encore plein de questions. On avait encore plein de sujets, mais c'est pas grave, puisque comme la loi des influenceurs ne s'arrête jamais, on aura le plaisir de vous recevoir encore pour continuer cette discussion qui est très intéressante. Vous avez le temps maintenant. Non, puis... attends, il va se représenter en 2027, il faut qu'il fasse campagne. Mathias, annonce-nous le gagnant. Alors, le gagnant de jeu, #publicité, un bon d'achat de 200 € sur le site Le Vent à la Française, c'est Sylvie de Saint-Pardoux, l'Ortigier. Eh ben, on embrasse Sylvie. Et alors, merci Sylvie voilà, je vous souhaite que des belles choses. Merci du fond du cœur Stéphane Vogetta. Merci pour votre sincérité. Vous avez parlé sans tabou, sans filtre. Donc merci pour ça. Et j'espère que vous êtes content de cette discussion. Voilà, en tout cas, moi je le suis. Et j'espère que vous êtes content d'avoir eu le député pirate avec vous. Grave. Pour une fois, j'aime bien un pirate, mais ça sera la dernière. Non. Alors, merci à tous. À demain sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite avec Jacques Pessis, Les Clés d'une vie, et son invité, le romancier Christian Signol. Et moi, je vous dis à demain soir sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.